Cette semaine, Méditerranéo met le cap sur Venise. La contestation grandit dans la cité des Doges contre les paquebots de croisière. Nous irons ensuite en Tunisie où le tourisme enregistre des signaux positifs pour cette saison. Culture, en seconde partie d'émission, nous découvrirons la villa Arson à Nice qui accueille des artistes en résidence. Enfin, la séquence mémoire et une plongée dans l'univers des Stambali en Tunisie. Venise menacée par les nombreuses escales de paquebots de croisière, c'est en tout cas l'avis du comité qui organise une consultation populaire le 18 juin 2017. Il dénonce depuis plusieurs années les dommages causés aux fondations de la Cité des Doges. L'UNESCO a également demandé à l'Italie de bannir les bateaux de croisière de Venise. En plein cœur de la Venise historique, avec ses 220 mètres de long et ses 50 de haut, le Costa Neoclassica envahit le paysage. C'est un spectacle très étonnant, très impressionnant. C'est assez majestueux ces bateaux énormes là, je trouve. C'est quand même très irrationnel dans cette cité historique de voir la modernité s'introduire comme ça et de complètement obscurcir le paysage, quoi. Le Neoclassica est pourtant l'un des plus petits paquebots de l'armateur. Une capacité de 1680 passagers, en escale ce jour-là à Venise, après une impressionnante traversée du centre de la Sérénissime. C'est tout simplement spectaculaire. Je pense que depuis les bateaux, surtout quand ils font cette taille, Venise se présente sous son meilleur jour. Arrivé à 9h à la gare maritime, le paquebot appareillera à 17h à destination de Bari. 8 heures d'escale et un programme chargé pour les croisiéristes. La place Saint-Marc, la place de Rome et marcher pour découvrir Venise. Je pense que nous aurons le temps. Ils connaissent les lieux à visiter, donc ils nous donnent le temps nécessaire pour pouvoir les visiter. Et pour les passagers qui ont fait le choix de ne pas rester à bord du paquebot, Venise va dévoiler ses trésors les plus courus. Le Grand Canal et ses gondoles, le pont du Rialto et bien sûr l'incontournable place Saint-Marc. Les navires de croisière déversent 1,5 million des 25 millions de touristes qui défilent chaque année dans la ville. S'ils sont pour la plupart bienvenus, il en va tout autrement de leurs moyens de transport. Vous n'êtes pas les bienvenus. Vous êtes trop grands pour la ville. Vous êtes trop grands. Vous devez rester en dehors de la lagune. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous passez. Depuis plusieurs années, le comité Non aux grands navires descend régulièrement dans la rue, ou plutôt dans la lagune, avec souvent des actions d'éclat, comme ce jour de septembre 2013, où les militants ont bloqué pendant 2 heures le trafic en se jetant dans le canal de la Giudecca, pour dire non aux géants des mers. En face de la place Saint-Marc, nous retrouvons Tommaso Cacciari, l'un des leaders du comité sur la petite île Saint-Georges, touchée de plein fouet par le passage des grands paquebots. Les navires arrivent comme ça et donc ils font ce S, là, au milieu de la ville. Et regardez là, il y a toute cette partie qui est en train de descendre. Et vous voyez ici, il n'y a plus rien. Car contrairement aux dégâts de surface causés par les vagues des petits bateaux à moteur, les dommages provoqués par les paquebots se situent à 8 ou 9 mètres de profondeur au niveau des fondations de la cité.
C'est en moyenne 35 000 mètres cubes d'eau que chaque navire déplace en passant, qui sont d'abord poussés, puis qui se retirent. Cette énorme masse d'eau aspire et entraîne vers le large ces matériaux, cette boue, ce sable, cette terre qui lie les pierres de Venise. Chaque année, les compagnies de croisière effectuent 600 escales à Venise, soit 1200 passages devant l'île Saint-Georges. Ici dessous, il n'y a plus rien. Ça, si vous voulez, vous le ramenez en France, comme souvenir de Venise. Eux, ils prennent tous les bénéfices. Et pour les Vénitiens, il reste tous les dégâts. Ceci, c'est un dommage. Qui doit payer ce dommage? Préoccupé par la situation, l'UNESCO a demandé à l'État italien de faire cesser le trafic des grands navires dans le centre de Venise. En 2012, un arrêté ministériel est pris. Les bateaux de plus de 40 000 tonneaux ne pourront plus emprunter ce passage devant la place Saint-Marc pour rejoindre le port. Mais l'application de cet arrêté est soumise à la mise en place d'une solution alternative. La situation entre les mains de l'État est bloquée, aux grandes dames des opposants qui voudraient déplacer le port vers la mer et de la commune qui tient à conserver l'actuelle gare maritime. Notre souci, c'est de faire arriver les navires, de quelque façon que ce soit, à la gare maritime de Venise. Qu'ils arrivent d'un côté, on enlève le canal de la Giudecca et le bassin de Saint-Marc, ou de l'autre, peu importe. Nous sommes d'accord avec tout le monde, je crois, pour les enlever du bassin de Saint-Marc et du canal de la Giudecca. Aujourd'hui, la seule voie pour rejoindre la gare maritime à l'intérieur de la lagune passe par le centre. Pour créer une alternative, il faudrait creuser un nouveau chenal pour rejoindre celui qui mène au port de commerce. Pour le comité Non aux grands navires, cela perturberait de façon dramatique l'équilibre de la lagune. Tous les grands navires ne sont pas compatibles avec la lagune. Et le procédé ne peut pas être de rendre la lagune compatible avec les bateaux. Creuser, faire de nouveaux canaux, d'autres itinéraires. Ce sont les bateaux qui doivent se conformer à la ville de Venise et pas Venise aux intérêts des bateaux de croisière. Le système lagunaire est en effet très sensible. Ce jour-là, comme très régulièrement entre l'automne et le printemps, Venise se prépare au phénomène des hautes eaux. Une marée plus forte que les autres qui vient envahir les points bas de la ville. Il faut alors installer des passerelles pour marcher au sec. Ces dernières années, le phénomène est de plus en plus fréquent. Depuis 2003, un grand projet est en cours pour préserver Venise des hautes eaux, le MOSE, un système de barrage mobile placé aux 4 points d'entrée de la lagune qui se déploie automatiquement pour isoler Venise de la mer. Plus de 5,5 milliards d'euros de travaux, un chantier toujours en cours et une polémique autour de l'efficacité de ce système qui reste pour certains la dernière chance de sauver Venise de l'engloutissement. Après la Révolution et les attentats de 2015, le tourisme a considérablement chuté en Tunisie. Le critère de la sécurité demeure le principal frein au redécollage de ce pilier de l'économie du pays. Cette année pourtant, le marché français repart et les professionnels de l'hôtellerie s'organisent. 25 degrés à l'ombre, une eau turquoise, une plage de sable fin, le tout sous haute surveillance. En Tunisie, devant chaque plage, des agents de sécurité et des policiers armés patrouillent pour tranquilliser les vacanciers. Moi, pour l'instant, ça va, on n'a pas de crainte. On sait ce qui s'est passé il y a quelques temps et puis voilà, ça rassure un peu. Cet hôtel 4 étoiles retrouve sa clientèle française. Depuis le début de l'année, leur nombre de nuitées a été multiplié par 4 par rapport à l'an passé. Cette famille du centre de la France, attirée par le soleil et par l'ambiance, n'a pas hésité à revenir. Ça fait 10 ans qu'on vient là et c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose, il s'en passe partout de toute façon et nous on adore les gens, puis on aime bien, c'est pas loin de la France. J'y pense pas parce que sinon on sortirait jamais de chez nous. Depuis les attentats de 2015, un nouveau système d'alarme a été installé.
Le directeur est très fier de ces boutons cachés dans tout l'hôtel que le personnel doit actionner en cas d'attaque. Il faut avoir un système d'information pour tous les clients en même temps pour ne pas perdre de temps. Devant l'entrée, chaque véhicule est fouillé à la recherche d'explosifs. Des caméras surveillent tous les accès à l'hôtel. Un terroriste qui ferait irruption serait immédiatement repéré. Des hôtels forteresses et des prix cassés, c'est l'autre atout de la Tunisie. Voilà notre chambre, la salle de bain. Cette famille a payé 950 € pour 3 personnes en fait. Tout compris. Billets d'avion Avec vue sur la mer. Et pension complète. La piscine. C'est imbattable. Il y a moins cher. Ah bah oui. Il y a moins cher qu'on est venu, 745 €. Mais en dehors des murs de l'hôtel, les touristes se sentent-ils en sécurité? Ce groupe de Français est en excursion à Sidi Bou Saïd, au nord de Tunis. Un lieu très touristique. Et si vous continuez autour de moi, voilà le café des Délices. Qu'il découvre sans angoisse particulière. C'est chaud, hein? Ouais. À la rencontre. Je me sens plus en sécurité par ici que dans l'hôtel. Hein. Enfin, s'il peut y avoir un problème, c'est un hôtel qui ils attaqueront, donc il y aura des problèmes. Ici, il y a des gens qui habitent là aussi, donc on n'a pas l'impression qu'on va se faire attaquer parce que justement, on a plein de gens qui y habitent aussi, donc on est au milieu de tout le monde. Si le secteur connaît une réelle embellie depuis le début de l'année, le nombre de touristes français est toujours largement inférieur au niveau d'avant la Révolution. Les plus gros bateaux de croisière n'ont toujours pas repris leurs escales, aux grandes dames des marchands de souvenirs. Les Français, c'est pas comme les Russes, par exemple. Les Russes, ils achètent rien et tout. Mais les Français, ils achètent des cadeaux, des souvenirs et tout. On a besoin des Français, des Anglais, des Allemands. Ça, c'est le marché pour nous. La reconstruction du pays et de son image prend du temps. Au cœur de Tunis, un autre lieu emblématique renaît lentement, le musée du Bardo. C'est ici qu'il y a 2 ans, 21 touristes ont perdu la vie. Vous voyez, traces de balles. Et là, par exemple, est-ce que vous allez restaurer les murs? Non, non, on va les garder. Pourquoi? Parce que c'est des traces d'une partie de l'histoire du Bardo, comme des stigmates pour cette période, pour ce qui s'est passé. Ce directeur affirme que le nombre de visiteurs est en augmentation. Tous les professionnels du tourisme espèrent que la reprise se confirmera cet été. Les réservations affichent déjà une augmentation de 63%. Depuis 40 ans à Nice, la Villa Arson contribue activement à l'émergence de nouveaux talents et a formé de nombreux créateurs de la scène artistique contemporaine. Au-delà de l'enseignement, l'établissement accueille aussi des artistes en résidence ou invités à exposer. Niché sur les hauteurs de Nice, un site atypique de 2 hectares nourrit les échanges créatifs. Là, l'art ne s'endort jamais. Il prend place au détour de la visite, jouant tour à tour avec les points de vue, les végétaux et les espaces. Ces créations in situ sont l'œuvre d'anciens pensionnaires de la Villa Arson, véritable antre des artistes. Je suis arrivée en France pour faire plutôt des études d'architecture d'intérieur, vu que j'avais un bac art appliqué. Et par la suite, je me suis rendu compte que j'étais plus en fait dans une pratique de dessin qui plus libre et j'étais moins dans la convention en fait des arts appliqués. Vu que j'étais à Nice, j'ai visité la Villa Arson et j'ai trouvé que c'est l'endroit le plus approprié pour moi en fait. L'École nationale supérieure d'art accueille 250 étudiants sur un cursus de 5 ans, sanctionné par 2 diplômes d'État. Les enseignements, à la fois théoriques et pratiques, s'organisent en ateliers autour de 7 pôles, animés par des professeurs, eux-mêmes artistes, écrivains, historiens et théoriciens de l'art. J'aime beaucoup la céramique, j'aime beaucoup tout ce qui est couture, crochet et tout ça, mais j'ai essayé de la peinture, je me suis remise au dessin et en tout cas l'école des beaux-arts me permet d'utiliser tout ça et ça va être difficile si on me demande de choisir demain. En première année, il y a beaucoup d'exercices, et petit à petit,
En deuxième année, il y en a moins. Et puis la troisième année, l'année diplômante, premier diplôme, on est libre, on est dans l'atelier. On va couper là la plaque, ensuite on va y mettre un coup de scie cloche pour que ça soit circulaire et souder l'ensemble. Et souvent on dit un peu en plaisantant qu'il faut le temps de se convaincre soi-même qu'on peut faire des études d'art et de convaincre ses parents également. Donc il y a souvent un temps de négociation avant de décider franchement de prendre les choses à bras-le-corps. On va créer des auteurs. Et on peut devenir auteur de 1000 façons. Donc souvent, les étudiants ont fait un autre parcours auparavant parce qu'il faut vraiment affermir aussi son désir. Le concours est difficile et on attend d'avoir des candidats qui aient déjà une personnalité, qui aient une pratique artistique un peu engagée, un peu personnelle. Le lien avec le monde de l'art est renforcé par un centre national d'art contemporain et la présence d'artistes en résidence ou invités à exposer. Ces créateurs contemporains s'impliquent dans la vie de l'école. Ils travaillent avec les étudiants. Ici, les élèves collaborent à la réalisation d'une exposition issue d'un projet mené par un artiste invité. Des espaces d'essai où ils expérimentent aussi leurs recherches personnelles ou collectives. On a choisi de s'associer, Naomi et moi, parce qu'on se complète assez bien dans le travail et on avait à peu près les mêmes goûts dans le design et on a voulu s'essayer à faire un meuble et voilà, on a fait des recherches au niveau des matériaux, au niveau de sa structure et on aimait bien l'idée de compacter un salon en un meuble. L'enseignement est collégial et surtout, il est centré autour de l'étudiant. C'est-à-dire que c'est lui qui va être acteur de son parcours. Ensuite, de la 3e, 4e et 5e année, c'est à eux de demander. C'est-à-dire que les enseignants qui sont dans les ateliers ou qui accompagnent en fait, les promotions vont leur donner des conseils en fonction de ce qu'ils veulent faire. C'est vraiment à partir de leur projet qu'on va construire l'enseignement. C'est très personnalisé. En 1962, André Malraux, ministre des Affaires culturelles, est conquis par l'endroit. Il y voit l'opportunité de donner un essor à l'enseignement des beaux-arts en France, en jouant la carte de la décentralisation. Une école internationale d'art d'un type inédit voit le jour. Malraux, alors il dit pas une école, il dit une grande université des arts, une école internationale. Et il dit dans un discours que ce serait un lieu d'enseignement, donc une école, un lieu de présentation des œuvres, un centre d'art et un lieu de résidence d'artistes international. Et aujourd'hui, incroyable, mais c'est vrai, 40 ans après, le programme tient toujours. Ce grand dessin d'école internationale d'art dictera le programme architectural de la Villa Arson. La villa italienne du XVIIIe siècle sera gratifiée d'un ensemble de bâtiments conçus par l'architecte Michel Marot. Il a été assez décrié à l'inauguration, c'est pas quelque chose qui a immédiatement séduit. Mais dans les années 2000, il a été largement valorisé et reconnu par les critiques d'architecture pour ses qualités structurelles et stylistiques. Aujourd'hui, on attribue cette architecture, ce style architectural, à ce qu'on appelle le style brutaliste, moderniste brutaliste, dans le sens où il y a des gestes très forts dans le bâtiment. Par exemple, le traitement de tous les murs extérieurs en galets, en sorte de calade. Cette architecture peu banale, un métissage entre le minéral et le végétal, reçoit le label Patrimoine du XXe siècle. Un lieu pensé dans ses moindres détails par un créateur pour des créateurs. J'en ai fait un certain nombre de résidences de Banff aux montagnes rocheuses au Canada, de la British School at Rome à Rome. Mais le lieu ici est unique parce qu'il y a cette relation entre les résidences et l'école et les techniciens. Et là, par exemple, j'ai 2 assistants en temps partiel qui sont étudiants et qui peuvent m'accompagner. Plan, vous voyez. C'est un lieu de réalisation, disons, parce que les journées sont longues, puis il y a une certaine sérénité. Ouais, moi je peux réaliser dans 2 mois ici, qui prendrait 6 mois à Londres, facilement. Entrer à la Villa Arson, c'est d'abord et avant tout faire l'expérience de l'art. Sur ces territoires de la créativité, en 46 ans, plus de 1200 diplômés ont relevé le défi.
Retour en Tunisie pour la séquence mémoire, regard sur la création musicale particulière des Stambali. Ce sont d'abord des musiciens, mais ils se considèrent aussi comme des thérapeutes, des musiciens discrets sur leur culte, mais dont les rythmes ont fait le tour du monde. Nous sommes dans la vieille ville de Tunis, ce lieu discret, gardé par cet homme, dont seuls les initiés connaissent le chemin, est l'un des derniers sanctuaires de la confrérie des Stambali. Ici, le temps s'est arrêté. On y vient pour se recueillir sur la tombe de Sidi Lasmar, qui veut dire le saint noir, un saint vénéré par cette communauté considérée comme des descendants d'esclaves africains. Les photos des chefs spirituels et des cérémonies ornent les murs, mais aussi celles des femmes nommées Arifa. Elles seraient, paraît-il, voyantes et prêtresses à la fois. Jusqu'à ce jour, et depuis bien avant ma naissance, les gens qui aimaient ce lieu disaient que cette maison a toujours été destinée aux Stambali. Ce lieu saint date de 750 ans. Le jour, les hommes de la confrérie sortaient travailler. Ils étaient des fabricants de chaussures ou de cuir, et la nuit, ils se réunissaient ici pour chanter et jouer de la musique avec leurs instruments traditionnels. Les Stambali sont de plus en plus rares en Tunisie. Dans le palais du baron d'Erlanger à Tunis, qui est aussi le centre des musiques arabes et méditerranéennes, on restaure et on expose les instruments de musique. Mounir Hantati a réussi à sauvegarder quelques objets appartenant à la confrérie des Stambali. Ici, le gambri, un luth à 3 cordes, qui est l'instrument du maître de cérémonie, côtoie les instruments traditionnels des musiques arabes. Dans ce lieu, on redonne vie aussi à des enregistrements témoins d'une époque en voie de disparition. Pour Mounir Hantati, la musique des Stambali est indissociable de son rituel. Ce n'est pas de simples musiciens qui présentent leur musique, c'est aussi des gens qui vivent cette musique très profondément et qui croient que leurs instruments sont animés d'un esprit. C'est à Sidi Bou Saïd, à une vingtaine de kilomètres de Tunis, que Riyad Zaouch nous invite à découvrir les anciens lieux saints des Stambali. Chaque année, les musiciens déambulent dans ce village, devenu un haut lieu touristique sur les traces de leurs ancêtres. Interdits sous Bourguiba, l'ancien président tunisien, les rituels Stambali sont devenus rares et secrets. Pendant une période, la pratique du Stambali était devenue un peu une pratique secrète, fermée, qui ne débordait pas en dehors des quartiers ou des endroits où il y avait cette communauté. Mounir Hantati a réussi à enregistrer et à restaurer quelques films témoins de la pratique des rituels des Stambali. Des photos d'archives les montrent jouant en toute liberté dans la rue. Nous voici conviés à une cérémonie des Stambali, une cérémonie animée par Hamadi Bidali, le plus ancien des maîtres de cette confrérie. Elle, c'est la prêtresse du culte. Elle détient le savoir et elle a le pouvoir de communiquer avec les génies. Les chants invitent les esprits à se joindre aux vivants. Un appel répétitif vantant les mérites de l'esprit invoqué. Et c'est dans ce genre de cérémonie que les patients entrent en transe et donc en contact avec les esprits guérisseurs. Les gens avaient la foi. Il suffisait qu'on les touche pour qu'ils guérissent. La douleur disparaissait comme par magie. Avec la musique des Stambali et la danse, le malade guérit. Moi qui te parle, j'ai 81 ans. Je chante et je joue depuis des décennies. Je vis la musique au plus profond de moi, mais je ne connais toujours pas tous ses secrets. Nous quittons Tunis en laissant derrière nous les Stambali et leurs traditions.
Ziad Zaouch, gardien des lieux saints, espère que cette confrérie ne va pas s'éteindre avec le temps et il voudrait une plus grande reconnaissance pour ses musiciens. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.